Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler d'ensemble, on va faire la liste et essayer de détailler au maximum ce qu'on peut dire sur les ensembles hein, au lycée. Alors ici le premier ensemble dont on va parler c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors cet ensemble on lui attribue une lettre, ça sera n, c'est l'initiale de naturel, d'accord, et on va faire ici une double barre, alors c'est plus ou moins compliqué à écrire, et c'est donc ça l'ensemble des nombres qui sont des entiers naturels, donc l'ensemble des entiers naturels. Alors, si on doit faire la liste, on va ouvrir des accolades et on peut faire la liste comme ça à l'intérieur de tous les nombres. Alors, il y en a une infinité, donc on ne va pas pouvoir faire une liste, mais on va ici donner l'impression qu'on peut tous les deviner avec une certaine quantité. Donc, on va faire 0, 1, 2, 3, 4, et vous voyez, on comprend un peu comment tout va se remplir. À chaque fois, on ajoute un, et comme ça, vous aurez une infinité de nombres qui sont dans cette accolade. Entre ces deux accolades, alors, à noter que 0 est un entier naturel, d'accord. Et donc voilà, on vient de former notre premier ensemble. Alors c'est un ensemble donc qui est infini. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on va rajouter des petits symboles. Si vous les connaissez, tant mieux. On a les symboles d'appartenance. Alors quand on prend un élément, je prends au hasard 3. Pour dire qu'il appartient à n, on va écrire 3 appartient, c'est une sorte de E arrondi. Et on dira que 3 appartient à n. Vous voyez. Ainsi, vous avez 4 qui appartient aussi à n. 0 appartient à n. On dit ça quand on a ici à gauche un élément et à droite un ensemble. D'accord? Ça sert donc à placer ou à dire si un élément est dans un ensemble ou n'y est pas. Si vous voulez dire qu'un élément n'y est pas, il suffit de barrer le E. Par exemple, je prends 6,3, vous savez bien que ce n'est pas un entier naturel, et bien ça n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels, donc ça n'appartient pas à n. De même, moins 4 n'appartient pas à n. Vous voyez, c'est très simple, on barre. Donc ici, ça c'est vraiment entre un élément et un ensemble. Ensuite, une petite notation qu'on utilise très souvent en mathématiques, c'est l'astérix. Alors ici, si on met en haut à droite, c'est-à-dire en exposant une petite astérix, c'est-à-dire une croix ici avec un trait horizontal, donc il y a 3 traits, eh bien ça signifie qu'on va considérer donc les entiers naturels non nuls. Entiers naturels non nuls. Alors on s'en sert souvent quand on a besoin d'enlever 0 de l'ensemble parce qu'on aura par exemple une division par 0. On note aussi un n privé, c'est donc ici une barre penchée comme ceci, privé de l'ensemble formé par le nombre 0. Donc voilà, ça c'est cet astérix, donc on l'utilisera assez fréquemment quand on a vraiment, je répète, besoin d'enlever le nombre 0 d'une liste. Alors le deuxième ensemble qui vient après, c'est donc l'ensemble, vous le savez pour l'instant, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Parce que quand on a commencé à faire des soustractions, on est arrivé sur des problèmes, puisqu'on avait des nombres, par exemple 3 moins 8, on ne savait pas où les caser. Donc on a créé les nombres négatifs, et en faisant ça, on a créé un ensemble ici plus grand, ce qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs. Alors cet ensemble, il va contenir tous les entiers naturels, d'accord. Alors si on doit par exemple représenter ça, on va faire une petite bulle dans laquelle on va considérer qu'on a mis tous les entiers naturels. Alors il y a une infinité de nombres, donc on a 0, 1, 2, 3, etc. Et ensuite, donc plus gros, on est en train de fabriquer donc un ensemble qui va contenir n. Et cet ensemble ici, qu'est-ce qu'on va y rajouter par rapport à n? On va rajouter les négatifs, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que n est inclus dans z. Alors pour dire qu'un ensemble est inclus dans un autre, pour l'écrire, on a un symbole. Ça s'appelle le symbole d'inclusion. On va écrire ici ceci. C'est comme appartient mais sans la barre du milieu. On dit ici que n est inclus dans z. On dit qu'un ensemble est inclus dans un autre, d'accord? Ici c'est donc ce symbole d'inclusion. On va voir, petit à petit, vous allez voir on va construire des ensembles de plus en plus gros, donc on va construire une chaîne d'inclusion. Et le plus petit ensemble qu'on connaît, comme ceci avec des lettres, c'est les entiers naturels, puis les entiers relatifs, viendra après les décimaux, etc. Donc les entiers relatifs, si on devait faire une liste, on peut encore assez facilement en faisant 0, 1, moins 1, 2, moins 2, vous voyez, il suffit d'intercaler les négatifs à chaque fois. 3, moins 3, etc. Jusqu'à évidemment, aussi loin qu'on veut, c'est jusqu'à l'infini. Donc on a une infinité de nombres relatifs,
Donc j'insiste, les entiers naturels sont des relatifs. Donc dans les relatifs, vous avez les positifs, les négatifs. Alors, les positifs, donc si on considère les entiers relatifs positifs, on va aussi utiliser une notation qu'on utilise très peu pour z, vous allez voir pourquoi. Parce que si ici je mets z+, ça veut dire que je vais considérer l'ensemble des entiers relatifs positifs. Alors positif en mathématiques, ça veut dire positif ou nul. Donc ici, finalement, quand on veut les éléments qui sont dans z+, eh bien on va prendre tout simplement tous les éléments qui sont dans n, puisque 0, il est positif. Le problème, c'est que si on veut déterminer z-, c'est donc l'ensemble des entiers relatifs négatifs, c'est la notation, eh bien 0, il y est aussi. Pourquoi? Parce que 0, il est positif, mais il est aussi négatif. Parce que quand on parle d'un nombre négatif, en maths, sans précision, c'est négatif ou nul. Donc ici, z-, ça sera l'ensemble, donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc. On utilise ça assez peu. On utilise ça beaucoup quand on utilisera l'ensemble des réels positifs et négatifs. Mais pour l'instant, voilà, ça me permet de vous amener progressivement tous les petits symboles qu'on peut trouver dans ce chapitre. En ce qui concerne les lettres, le premier c'était donc l'initiale de naturel, la deuxième c'est l'initiale, soi-disant, du mot allemand qui veut dire nombre, c'est Zahlen. C'est pour ça qu'on a un Z ici. L'ensemble suivant, vous le connaissez, c'est la lettre D. Ça c'est facile, c'est l'initiale de décimaux. Donc ici c'est l'ensemble des nombres décimaux. Alors ce ne sont plus des entiers, donc ici on ne dit pas entier, donc nombres décimaux. Alors la définition est plus difficile, on ne la donne pas sous forme d'une liste. On peut faire une phrase en français, et pour ça il faut connaître la définition de ce qu'on appelle la partie entière et la partie décimale. Par exemple, si j'écris 9,312, la partie qui est à gauche, c'est la partie entière, d'accord, parce que c'est un nombre entier, et la partie à droite, c'est ce qu'on appelle la partie décimale. Donc un nombre décimal, c'est un nombre, donc c'est l'ensemble des nombres, dont la partie décimale peut être écrit de façon finie. Peut être écrit de façon finie. Je m'explique. Ici, 9,312, on a bien 3 nombres après virgule, c'est donc un nombre décimal. Un nombre entier, par exemple, 3, vous pouvez l'écrire 3,0. Donc on a bien une partie décimale qui est finie, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fini de chiffres. D'ailleurs, vous pouvez mettre 2 0 si vous voulez, ou 3, ou 4, ou 5, ça ne change rien. On peut en mettre 2000, mais en mettre 10, 20 ou 30, ça ne change rien. Donc en général, on n'en met même pas un, on n'en met pas, on écrit ça sous forme donc classique 3. Donc ça veut dire une première chose, que tous les entiers naturels sont des décimaux, parce qu'à chaque fois, ils ont bien une partie décimale finie. Deuxième chose, si on prend des négatifs, par moins 3, ça ne change rien. Donc, Z est aussi inclus à l'intérieur des décimaux. Ça veut dire que tous les entiers relatifs sont des décimaux. Donc, dans notre chaîne d'inclusion, on peut aller un petit peu plus loin. Et on peut dire ici que n est inclus dans Z, que lui-même est inclus dans D. Donc, dans notre dessin ici, eh bien, on vient de trouver un ensemble ici qui contient les deux premiers, qui est donc plus gros. C'est l'ensemble des décimaux. Alors, pour les rajouter, donc c'est 0,1, 0,122, etc. Vous avez vraiment beaucoup de nombres à rajouter, il y en a une infinité, donc on ne peut pas tous les écrire. Une deuxième définition plus complexe, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire, donc nombres qui peuvent s'écrire comme donc un quotient d'un nombre relatif et d'une puissance de 10. Donc je vais m'expliquer parce que ça c'est une définition qui est plus compliquée, d'accord, mais qui a plus de sens. Prenons par exemple 6,321. Eh bien je peux écrire ça 6321 divisé par quoi? J'ai décalé la virgule de 1, 2, 3 crans, donc c'est 6321 divisé par 1000. D'accord? Ça veut dire qu'ici, j'ai bien 6321 divisé par une puissance de 10, donc 10 puissance 3. J'ai donc en haut
nombre relatif, c'est un entier, et en bas, j'ai bien une puissance de 10. Et tous les nombres décimaux, vous allez pouvoir faire ça. Si vous avez par exemple 9,123 456, eh bien, il suffit de décaler en multipliant la virgule ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on divisera par 10 puissance 6 et ça sera 9. Donc, ça sera donc 91 000, non, je dis des bêtises, 9 123 456 divisé par 10 puissance 6, c'est-à-dire divisé par 1 million. On a bien un nombre décimal, c'est un quotient d'un entier par une puissance de 10. On peut aussi l'écrire, si vous voulez, un entier multiplié par une puissance de 10, c'est-à-dire 10 puissance moins 6, les milliardièmes. Ici, on aurait pu mettre 10 puissance moins 3. D'accord? Donc voilà, hein, ces nombres. Alors, cette définition avec les puissances de 10, elle peut expliquer certains phénomènes. Par exemple, les fractions du type 1 demi, 1 quart, 1 huitième, toutes les fractions avec au dénominateur une puissance de 2. C'est une première étape. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, par exemple, 1 demi. Si vous multipliez en haut et en bas par 5, qu'est-ce qui se passe? Vous faites apparaître en haut donc un nombre, 5, et en bas, vous avez 2 fois 5, 10. Donc ça, c'est 50. Enfin, c'est 5 sur 10. Ça veut dire que ce nombre, 5 sur 10, c'est donc 0,5. Donc c'est bien un nombre décimal. C'est un quotient d'un entier par une puissance de 10. Si on a un quart étant 2 fois 2, eh bien pour transformer en quart, je vais multiplier en haut et en bas par non plus 5, mais 25. Parce que je sais que 4 fois 25, ça va faire 100. Donc j'aurai ici 100 et en haut 25. Donc ce nombre, un quart, c'est 0,25. Pour un huitième. Alors là, on va décrypter un peu plus. On a dessous une fois 1 sur 2 fois 2 fois 2. Eh bien, je vais le multiplier par 5 fois 5 fois 5. En haut et en bas, pour ne pas changer sa valeur. Donc en haut, j'aurai 5 fois 5 fois 5, qui fait 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Et en bas, j'ai divisé par quoi? Et c'est là que c'est astucieux. Comme on avait 3, 2, on a rajouté 3, 5. On a donc 10 puissance 3, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10. Donc ce nombre, c'est 0,125. Pour un 16e, même astuce. Il suffit de multiplier en bas. Vous allez voir, c'est très simple. Par. Alors 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on va rajouter 5 fois 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça fait 625. Donc je multiplie en haut et en bas par 625. C'est pour ça qu'un 16e, c'est 0,625. Chose qu'il faut connaître. Pour 1 sur 32, si vous avez bien compris le principe, je vais multiplier en haut et en bas. Alors comme 32, c'est 2 puissance 5, je multiplie par 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. C'est juste par curiosité que je vous donne ça. Et donc en haut, j'ai 5 puissance 5. Donc à condition de connaître 5 puissance 5, vous savez trouver la forme de 1 sur 32. Voilà, ça c'est juste une petite information. Alors ça a de l'intérêt quand même, parce que ça explique pourquoi certaines fractions vont devenir des décimaux et pas d'autres. Si par exemple j'ai mis toutes les puissances de 2, ça on sait qu'on va pouvoir les rendre décimales. Donc ici par exemple, après un autre, si je mets ici donc, alors 25, je mets 50. Pourquoi je sais que 50 est un nombre décimal? Parce que 50, c'est 5 fois 10. Donc pour transformer le dessous en une puissance de 10, il me suffit de multiplier par quoi? Eh bien vous avez déjà un 10, il faut transformer ce 5 en 10, donc je vais multiplier en haut et en bas par 2. Et donc mon nombre, vous voyez, c'est 2 sur 10 fois 10. Et 10 fois 10, c'est 100, donc ça fait 2 sur 100. Ça veut dire que 1 sur 50, c'est 0,02. D'accord? Alors, pour résumer la propriété globale, eh bien c'est qu'une fraction est décimale si son dénominateur ne comprend comme facteur que des 2 et des 5. Ne comprend comme facteur que des puissances de 2. C'est une phrase assez longue. Donc que des puissances de 2 et de 5. Donc,
j'ai dit tout à l'heure 50. Il suffit, alors je peux en fabriquer. Par exemple, 2. Si je prends 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 5. Donc 4 fois 5, 20. Par exemple, le 20e, c'est aussi une fraction qui est décimale. Pour se rendre compte, c'est très simple. On va la multiplier par, ici, 25. Ça veut dire que c'est donc 2 fois 2 fois 5. Il va me manquer quoi? 2 fois 5, ça fait 10. Donc ça, pour transformer ça en une puissance de 10, il va falloir la multiplier tout simplement par 5 en haut et en bas. Vous voyez? Donc j'aurai 5 sur 100. Donc 0,05. Et ça va marcher. Par conséquent, on peut penser à réciproque, c'est-à-dire, voilà, quand est-ce qu'une fraction n'est pas décimale? Eh bien, on peut démontrer que si au dénominateur, mais une fois qu'on a réduit, on a un nombre qui est différent de 2 et de 5 ou d'une puissance de 2 et de 5, eh bien cette fraction, elle n'est pas décimale. Et c'est là que les problèmes arrivent. Par exemple, les fractions que vous connaissez très bien, 1 tiers. Vous voyez bien au dénominateur, cette fraction elle est irréductible, et au dominateur, eh bien j'ai un dénominateur qui contient le facteur 3. Eh bien cette fraction ici, elle n'est pas décimale. Et vous le savez parce que vous savez que c'est 0,33, 33, etc. avec une répétition infinie de 3. Donc, on n'a pas une partie décimale qui peut s'écrire de façon finie. On n'y arrivera pas. Vous aurez le même problème pour 1 sur 6, qui est 0,16. Et après, donc c'est, alors, de mémoire, 16, 7, 7. Alors, pardon, c'est pas 7, 7, j'ai des bêtises, c'est 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, etc. Vous avez une infinité de 6. Voilà. Si on prend, et là on étudiera ça en détail, par exemple, 1 septième, ou bien dessous, j'ai du 7. 7, ce n'est pas une puissance de 2 ni une puissance de 5. Eh bien, on va montrer rapidement que 1 septième, eh bien, ça a une partie décimale qui est infinie avec une infinité de nombres non nuls. Pour ça, on va poser la division. C'est tout simple. Bien. Comment on pose une division? On écrit le 1, et ici, on fait donc 7. Alors, il va me falloir un petit peu de place, donc je vais écrire petit. Alors, dans 1, combien de fois 7? 0. On abaisse un 0. Ici, on a donc. Dans 10, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, 7. Je fais la soustraction. J'obtiens donc 3. Et donc, j'abaisse un 0. Dans 30, combien de fois 7? 4 fois. 4 fois 7, 28. Je fais la soustraction. J'obtiens 2. Tout à l'heure, vous voyez, on a vu un reste 3. Maintenant, on a un reste 2. Et on va continuer. On abaisse un 0. Dans 20, combien de fois 7? 2 fois 2 fois 7, 14. Je fais la soustraction. Maintenant, j'obtiens un reste 6. On abaisse un 0. Dans 60, combien de fois 7? Vous connaissez vos tables. 8 fois 7, 56. Donc ça fait 8. 8 fois 7, 56. On fait la soustraction. Maintenant, vous avez un reste de 4. Alors, on peut se dire, bon là, pour combien de temps? Eh bien, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'à chaque fois, j'ai écrit en jaune les restes. Eh bien, des restes dans la division, il y en a combien de possibles? On fait une division par 7. Vous savez que dans une division, le reste est toujours plus petit que le diviseur. Donc, des restes, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, il y a 7 restes possibles. Pour l'instant, on en a déjà fait 1, 2, 3, 4. On va continuer. Vous allez voir ce qui va se passer de façon obligatoire. Donc, j'abaisse ce 0. 40 divisé par 7. Donc là, on est sur du 5 fois 7. C'est 5. 5 fois 7, 35. Il me reste cette fois-ci 5. J'abaisse le 0. Dans 50, combien de fois 7? 7 fois 7, 49. Donc on fait 7 fois 7, 49. Il reste maintenant 1. Alors on a fait les restes 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les a presque tous faits. On continue et là on abaisse le 0. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu sur le 10 de départ. Donc dans 10, combien de fois 7? 1. Et vous avez bien compris, quand on va faire une fois 7, 7, et bien après on aura donc 10 moins 7, 3. Et donc on va reproduire la séquence qui vient de se passer. Et donc votre nombre 1 septième, c'est la répétition d'une séquence à 6 chiffres qui est 0, 142, 857, 142, 857, 142, 857, etc. D'accord? Donc cette technique de division ici, en fait une division euclidienne qu'on répète, eh bien ça explique pourquoi quand on fait une division comme ça, on a toujours forcément au bout d'un moment une certaine répétition. Si vous faites par exemple une fraction, vous faites la fraction 1 sur 13, eh bien on sait aussi que ça va se répéter. Alors ça peut être long, pourquoi? Parce quand on fait 1 divisé par 13, eh bien vous aurez 13 restes possibles.
Donc la répétition va avoir lieu au minimum. Alors, ça peut être tout de suite, hein, mais au maximum, hein, vous aurez une répétition à la 13e. Hein. Tout à l'heure, ici, on divise par 7. On avait une boucle de 6. Donc, on savait de toute façon qu'il n'y avait que 7 restes maximum. Donc, c'est pareil pour 13. Ça va arriver. Hein, on aura au maximum une répétition de 13 choses. Et voilà pourquoi toutes les divisions de nombres entiers entre eux, eh bien ça donne des nombres décimaux avec des écritures, avec une répétition. Alors les nombres entiers, c'est encore mieux. Quand vous avez, par exemple, 6 sur 3, ça fait 2. Et en fait, vous avez une répétition d'un 0 à l'infini. Ça, c'est encore plus simple comme répétition. Mais dans certains types de fractions non décimales, vous voyez ce qui est apparu, hein, c'est une écriture infinie. Donc là, on est face à des nombres qui ne sont pas décimaux. Hein. Il y a une répétition d'un cycle, mais vous avez, ça ne correspond pas à la définition des décimaux. Donc, quand on commence à réfléchir à ça, eh bien, on est en train de créer un ensemble qui est beaucoup plus grand que les décimaux. Cet ensemble est très important en mathématiques. C'est l'ensemble, dans la lettre Q, c'est l'ensemble des quotients, ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels. Donc des nombres qui s'expriment sous forme d'un ratio de deux nombres entiers. Ensemble des nombres rationnels. Donc c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent P sur Q avec P appartenant à Z et Q appartenant à Z étoile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ici une division par 0. Donc ça s'appelle donc les quotients, les nombres rationnels. Et dedans, eh bien, vous avez deux types, ceux qui sont décimaux et ceux qui ne le sont pas. Hein. Donc, ici vous avez donc les décimaux, donc écriture décimale, on va dire finie. On peut trouver une écriture décimale finie. Et les autres, ceux qui sont dans Q mais qui ne sont pas dans D, donc on écrit Q avec la même barre qu'on avait utilisée pour priver de 0. Donc, on verra, ce sont donc des nombres rationnels non décimaux qui ont une écriture décimale, donc ici infinie, sans répétition d'un 0. D'accord? Mais une écriture décimale infinie avec répétition d'un cycle non nul, avec répétition d'une séquence non nulle. Et là, on commence à faire des choses assez fines. On obtient donc, voyez, un ensemble plus grand que ceux qu'on avait déjà construits. Alors, chez les décimaux, on avait quelques fractions. On avait, par exemple, 1 sur 2. Les nombres entiers, mais qui sont ici, par exemple 3, 3 sur 1, c'est un entier. Les entiers relatifs, moins 2 sur 1. Les décimaux non entiers, donc 1 demi, 1 dixième, on a prouvé qu'ils étaient décimaux. Et entre les deux, là, hein, donc c'est des nombres qui sont rationnels non décimaux, eh bien, ce que je viens de dire, c'est tous ceux dont eh bien, vous pouvez trouver une écriture avec une répétition. Hein. Donc j'ai dit 1 septième, par exemple. Ce n'est pas un décimal, on ne peut pas le mettre avec une forme décimale finie, hein, mais il a quand même une écriture décimale infinie avec une répétition d'un cycle. Donc un septième, ça peut être un 13e, un 19e, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Alors la question qu'on peut se poser, qui est plutôt, on va dire, pas drôle mais intéressante, c'est quand on prend un nombre ici avec répétition, par exemple 9,312, je prends vraiment au hasard, 9,312, 9,312, eh bien, quelle est l'écriture de ce nombre sous forme de fraction? Vous avez ici, hein, j'ai pris 312, donc à l'infini. Voilà, et bien ce nombre, on peut le transformer en fraction. Alors, c'est pas facile, mais vous allez voir que le raisonnement, bon, ça va toujours être le même. Il est plutôt astucieux, mais il vaut le coup d'être vu. La première chose, hein, c'est qu'on n'a pas besoin du 9. Hein, donc, on rajoutera le 9 si vous voulez à la fin. On va d'abord transformer 0,312, 312, 312, 312. Alors, ce que je vous propose, c'est d'appeler ce nombre x. Et on va le multiplier par une puissance de 10. Et cette puissance, ça sera, il faut compter la séquence. On a une séquence ici de 3 qui se répète. Donc on va le multiplier par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000. On fait 1000x. Et quand on fait 1000x, ça va décaler la virgule de 3. On obtient donc 312, etc. jusqu'à l'infini. Et si vous remarquez, on a ici la même partie décimale que notre nombre x. Donc si on fait 1000x moins 1x, ici on a donc 1x, on obtient donc eh bien, 312 tout court, parce qu'on a 312,312 moins la partie décimale, et donc il ne vous reste que 312. À gauche, on a 1000x moins 1x, donc on a 999x,
égale 312. Ça veut dire donc que votre nombre x, c'est 312 sur 999. Alors on peut le simplifier, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours des divisions par des 999. Ici, si on divise par 3, hein, on aura 333. On aura ici 104. Oui, 104 sur 333. Alors vérifions rapidement avec une machine. Voilà, vous voyez bien, on a 0,312, 312, 312. Bon, les écritures des machines sont finies, donc vous n'avez pas cette impression d'infini. Alors ce qu'on peut se demander, par exemple, on va en faire un deuxième, parce que ça vous intéresse peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir comme nombre? Alors là, tout à l'heure, j'avais un 9. Hein, donc une fois que vous avez votre fraction, vous lui rajoutez 9, hein, c'est tout, puis vous mettez au même dénominateur. Par exemple, on est en 2018. Alors, quel est le nombre qui s'écrit 0,2018 2018. Voilà. Et si vous regardez cette vidéo en 2019, eh bien, vous pourrez essayer d'adapter. Donc ça, je l'appelle x, ce nombre. La répétition est de 4 chiffres. Donc je vais multiplier par 10 000. D'accord? Donc je vais faire 10 000 x. Ça fait donc 2018, 2018, 2018, etc. Donc je vais faire 10 000 x et je lui enlève une fois x. Vous voyez que ça va faire disparaître la partie décimale. Il me reste 2018. Et donc, à gauche, j'ai donc 10 000 moins 1, 9999x, qui vaut 2018. Et la réponse, c'est donc x égale 2018 sur 9, 9, 9 et 9. Alors après, on peut diviser, si on veut, par 3. Là, on ne peut pas. Et donc, on va s'arrêter là. On ne va pas chercher plus loin. On va vérifier quand même à la machine. D'accord? Donc, si j'écris 2018 divisé par 9999, eh bien, vous voyez, on aura le début de l'écriture, c'est bien 0,2018, 2018. Voilà. Et on peut faire ça pour tous les nombres, avec une répétition comme ça d'une certaine séquence. Toujours le même raisonnement. Oui, c'est très simple. Et ça montre que tous les nombres qui ont une répétition sont eh bien, des nombres rationnels. C'est très intéressant. Et donc, il nous reste dans les mains des nombres encore plus compliqués. Ce sont les nombres qui ont des parties décimales infinies sans répétition. Le plus connu historiquement de ces nombres compliqués, c'est racine de 2. On a prouvé il y a bien longtemps que ce nombre était irrationnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas irrationnel. Ça veut dire que bien, racine de 2 n'appartient pas à Q. Autrement dit, racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une division de 2 entiers. Ça, c'est un raisonnement qu'on peut faire, qui est assez compliqué. C'est une histoire de puissance de 2. On ne va pas le faire là, parce que ça compliquerait, ça allongerait trop la vidéo. Donc, vous acceptez que racine de 2 bien, ne peut pas se mettre sous forme de fraction. Et par conséquent, on a expliqué, si c'était une fraction, son écriture serait avec répétition. Et donc, on en déduit bien, que ce nombre a une écriture sans répétition. C'est-à-dire que vous avez une écriture infinie. Alors, racine de 2, ça va rapprocher, commence par 1,414, etc. Et il n'y a jamais de répétition. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, ça ne se répétera jamais. Parce que si ça se répétait, ce nombre serait... On pourrait le mettre sous forme de fraction. Et on sait montrer que ce n'est pas possible. Donc voilà, ça c'est le premier nombre vraiment sur lequel on peut s'attarder. Alors il n'est pas si compliqué que ça, racine de 2, parce qu'on sait c'est une solution d'un polynôme x carré égale donc 2. Donc ça c'est pas n'importe quoi, c'est un polynôme avec des coefficients entiers. Donc c'est un nombre qui finalement n'est pas si compliqué que ça. On peut le construire d'ailleurs à la règle et au compas, donc c'est pas infaisable. Plus compliqué que les nombres irrationnels, comme racine de 2, vous avez par exemple le nombre pi. Alors ce nombre, lui, il est beaucoup plus compliqué que racine de 2. Il appartient à un ensemble qu'on appelle le nombre transcendant, mais là vraiment on ne peut pas détailler, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, on va construire, bien, une fois qu'on a tout ça, on arrive à cette fameuse droite qui contient tous les nombres. Une droite qu'on appelle la droite des réels. Sur cette droite, d'accord, on la trace, on met 0 quelque part, on met une petite graduation, donc vous allez trouver tous les entiers. D'accord. Ensuite, on trouve à gauche tous les entiers relatifs. Par convention, on écrit de gauche à droite, négatif à gauche, etc. Cette droite est censée être infinie. Et chaque point de cette droite correspond à un nombre. Des points sur la droite, il y en a une infinité. Vous pouvez zoomer, 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 il y en a plein. Des décimaux, vous en trouvez absolument partout. Bien, il faut savoir que vous pouvez trouver aussi des quotients partout. Et même une fois que vous aurez placé les quotients, il y a encore des nombres à placer. Par exemple, racine de 2, vous allez le placer ici. Pi, vous le placerez par ici, voilà.
Et une fois qu'on a réuni tous les nombres ensemble qui apparaissent sur cette droite, eh bien ces nombres, cet ensemble, c'est le dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'ensemble des réels. Les nombres qui peuvent apparaître dans une grandeur physique ou sur la droite des réels. Donc nombre, on va dire très simple, un nombre qui peuvent être placés sur la droite, qui peuvent être placés sur la droite dite des réels. D'ailleurs, sur la droite ici, graduée et orientée. Et donc ces nombres, ce sont les réels. Là, le R, c'est l'initiale de réel. À ne pas confondre donc, avec les rationnels. Souvent, les élèves confondent parce que c'est la même initiale. Donc, pensez que Q, c'était quotient. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous forme d'un quotient de 2 entiers. Et nous, on vient de former un ensemble qui est encore plus grand, qui contient des nombres qui ne sont pas des nombres rationnels. Donc, on est vraiment dans des mondes compliqués. Et cet ensemble, eh bien, on vient de le dire, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, à l'intérieur, vous trouverez ici une partie qui s'appelle les nombres irrationnels. Alors les nombres irrationnels, ce sont donc les nombres irrationnels, je l'ai déjà écrit une fois. Ce sont les éléments qui sont dans l'ensemble donc des réels, mais qui ne sont pas des quotients. Donc on écrit ça comme ça. Ils sont ici entre les deux là. Donc vous trouvez racine de 2, vous trouvez pi, vous trouvez toutes les racines carrées des nombres premiers et beaucoup d'autres nombres encore, bien évidemment. On peut donc terminer notre chaîne d'inclusion. Donc les entiers naturels sont à l'intérieur, sont inclus dans les entiers relatifs, qui eux-mêmes sont inclus dans les décimaux, qui eux-mêmes sont inclus dans les rationnels, qui eux-mêmes sont inclus dans les nombres réels. Donc au lycée, on utilise très peu les nombres irrationnels, on les utilise, mais on n'en parle pas forcément. On utilise racine de 2 en pi, sans forcément rappeler à chaque fois leur irrationalité. On utilise aussi en maths assez peu les nombres décimaux. Les nombres décimaux, ça peut servir, mais c'est pas pratique quand on met au carré. Par exemple, si vous avez à mettre 0,40, enfin on prend des fractions connues. Par exemple, si vous avez 0,25 à mettre au carré, ça peut être compliqué, alors qu'un quart, parce que ça c'est facile, on sait que ça fait un 16e. Donc, on utilise beaucoup en maths les nombres donc rationnels plutôt que les nombres décimaux. Ça peut arriver, mais vraiment, on essaie de faire au maximum avec des fractions. Les nombres décimaux vont servir en physique, notamment dans la fameuse écriture scientifique. Pour vous parler de cette partie scientifique, de cette écriture scientifique, on va donc prendre le nombre 23,712. Voilà. Eh bien, ça, ce n'est pas une écriture scientifique. Une écriture scientifique, il va falloir transformer un petit peu. Et là, je vais le faire. Je vais écrire ce nombre comme 2,3712. Ouais, j'ai décalé la virgule vers la gauche d'une case, donc fois 10 puissance 1. Ici, vous voyez, devant la puissance de 10, j'ai un nombre avec devant la virgule, avec devant la virgule, un nombre entre 1 et 9, avec devant la virgule, un nombre entre 1 et 9, un nombre entier. Et ici, vous avez une puissance de 10. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. On va faire quelques exemples. Ici, 0,00343. Eh bien, ici, je vais donc devoir mettre devant la virgule un nombre entre 1 et 9. Donc, je vais devoir décaler cette virgule de 1, 2 et 3 crans vers la droite. Donc, mon nombre, c'est 3,43 multiplié par 10 puissance moins 3. On a bien ici, vous voyez, la seule, vraiment très importante, ici, un nombre entre 1 et 9. D'accord? Dernier exemple. Donc, 987 654 321. Ici, on a un très gros nombre. On va donc l'écrire 9,87 654 321 fois 10 puissance. Alors, c'est à vous de voir de combien on a décalé. La virgule était là, on l'a décalé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est 10 puissance 8. Et on a bien, encore une fois, oui, devant un nombre ici entier entre 1 et 9. Donc, c'est une écriture scientifique. Voilà, c'est tout bête. Évidemment, tous les nombres décimaux ont une écriture scientifique. Parce que l'écriture scientifique, c'est toujours sur des nombres décimaux. En général, on prend une calculatrice et la calculatrice peut transformer
hein, sous forme scientifique. Voilà, d'ailleurs, c'est tout le temps en physique qu'on fait ça quand on a à comparer des résultats qu'on a obtenus, soit par expérience, soit en comparant par exemple des distances entre différentes planètes. Ça permet de comparer des nombres juste en regardant d'abord l'échelle ici de la puissance. Là, on est dans l'ordre du millième. Oui, ici c'est l'ordre du millième. Là, quand on a 10 puissance 8, donc on est de l'ordre de 100 millions. Ça veut dire que si on a un 9 devant, on est à peu près 900 millions, vous voyez. Oui, dernier exemple. Ici, si on a 3,17 fois 10 puissance 9, ça veut dire qu'on a un nombre qui est à peu près de 3 milliards, rapidement, alors que celui-là n'est qu'à peu près de 4. Alors c'est 10 puissance 7, le nombre 4 est plus grand, mais c'est pas des milliards. Les 10 puissance 7, alors 10 puissance 6 c'est des millions, donc on a 4 fois 10 millions, donc on a plutôt du 4, donc 4 fois 10 millions. Donc c'est beaucoup plus petit, donc le plus grand c'est le premier. Et on le savait directement, en comparant les deux écritures, c'est celle qui a déjà la puissance la plus grande. Donc voilà. Alors ça c'est des révisions de troisième, ça vous en servirez en physique. Alors sur la construction donc des nombres réels, on se rappelle de la chaîne d'inclusion. On se rappelle donc des choses importantes au niveau de la partie décimale. Il y a donc 3 types de parties décimales. Premier type, partie décimale finie. Et là, on appelle ça des nombres donc décimaux. Deuxième type de partie décimale avec répétition d'une séquence non nulle. On parle d'un cycle, d'accord? Et là, on n'est plus dans les décimaux, par contre, on est dans les quotients. On sait que tous les quotients, comme ça, ont une partie décimale avec une répétition, et que tous les nombres qui ont une répétition peuvent être écrits sous forme d'une fraction. On a fait quelques exemples. Et le troisième, c'est donc les parties décimales sans aucune répétition. D'accord? Alors donc, partie décimale finie, c'est les décimaux. Partie décimale avec répétition d'une séquence, c'est les nombres donc rationnels. Alors si la séquence est nulle, ça sera les décimaux. Si elle n'est pas nulle, c'est les rationnels non décimaux. Et ensuite donc la troisième, partie décimale sans aucune répétition, c'est ce qu'on appelle donc les irrationnels. Donc voilà, il faut vraiment faire la différence entre ces 3 différents types de parties décimales. Et comme ça, ça vous donne bien, la notion d'irrationnel, la notion de décimaux et la notion de rationnels non décimaux. Voilà, je crois que là je ne vais pas en dire plus parce que ça devient très long, mais je crois que j'ai à peu près balayé tout le programme, on va dire, de la construction des nombres au lycée. Voilà. Alors en terminale S, on voit des ensembles plus grands, mais là c'est vraiment un autre débat. On n'en parlera pas ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.